Alors, on va passer au débat sur le thème de la journée, donc, parce que faire entrer l'école et le monde de la formation dans la culture numérique, c'est vraiment un enjeu majeur. On entendait tout à l'heure, et c'est plutôt une bonne nouvelle, que 8 Français sur 10 pensent qu'apprendre tout au long de sa vie, c'est plus une opportunité qu'une contrainte. Donc ça, c'est un peu une surprise, mais c'est quand même très positif. Et puis aussi que 91%, je crois, ont conscience de la nécessité d'apprendre et de se former tout au long de la vie. Bon, en revanche, c'est vrai qu'on verra tout à l'heure qu'on a d'autres solutions que seulement l'école, en attendant qu'elle évolue. Et les Français ne semblent pas faire tellement confiance aux organismes de formation ni à l'école. Un peu plus aux entreprises. Donc vous nous en parlerez aussi tout à l'heure. Pourquoi, en fait, tant de réticence de la part de l'enseignement classique a changé? J'aimerais bien que Joël, qui a évoqué tout à l'heure la coéducation transgénérationnelle, nous parle un petit peu de cette question-là. C'est une vaste question. Ouais, il y a des résistances en fonction des pouvoirs. Le pouvoir d'enseigner, le pouvoir d'être le propriétaire d'une discipline que l'on enseigne, crée des jeux de pouvoir parmi les différents secteurs de l'éducation. Et donc il y a une résistance au pouvoir latéral des nouveaux enseignants qui utilisent des nouveaux outils, une nouvelle méthode, une nouvelle prospective, et qui font participer les élèves, comme je le disais tout à l'heure, à une coéducation. Donc il y a des résistances par des jeux de pouvoir. Il y a aussi des résistances par des thèmes, des domaines. Qu'est-ce qu'on doit plutôt enseigner qu'un autre? Parce qu'on continue à voir l'enseignement sous forme taylorienne, disciplinaire, linéaire, séquentielle, balisée par l'examen. Alors que le monde est complexe et interdépendant, donc on a du mal à créer cette formation pluridisciplinaire parce qu'elle n'est pas porteuse de pouvoir. Ce qui est porteur de pouvoir, c'est la discipline, ma discipline. Je suis détenteur de ma discipline et je l'enseigne. Donc ces résistances viennent de là, des rapports de force, des rapports de pouvoir, des rapports disciplinaires. Donc c'est vraiment en train de changer. Et je pense qu'on y reviendra, bien entendu, dans le débat, puisqu'on parlera de la formation dans l'entreprise. Mais si on prend la formation traditionnelle, c'est-à-dire la classe, le prof et les techniques de formation, on en est resté à des lieux fermés, à un système hiérarchique où le professeur ou la professeure sont les détenteurs des connaissances et les contrôleurs de la discipline en même temps, mais pas des catalyseurs d'intelligence collaborative. La classe du futur devrait être un lieu où les gens sont capables d'exprimer leurs différences, leur innovation, et le professeur peut être le catalyseur, comme je l'ai dit souvent, le pasteur et le passeur. Le pasteur pour rassembler et le pasteur pour aider les gens à trouver le pasteur pour rassembler, le passeur pour aider les gens à trouver leur chemin dans les labyrinthes de la connaissance. Donc tout ceci est en train de changer par la participation, les nouvelles technologies de l'interaction. Beaucoup de sujets viennent maintenant des réseaux sociaux. C'est-à-dire que la jeunesse a été habituée à l'interactivité, au temps réel et au partage et à l'évaluation immédiate. Est-ce que la classe va pouvoir intégrer ces différents éléments? C'est le grand enjeu, c'est ce qu'on essaie de faire à la Cité des Sciences, c'est ce qu'on va essayer de dire dans un débat comme celui-là. Merci de cette question. Merci Joël. Alors justement, vous parliez tout à l'heure de ce que les entreprises pouvaient apporter. On a deux représentants de grands groupes ici, Christophe Leblanc de la Société Générale et Christine Ayot de Total. Je sais qu'il se passe beaucoup de choses chez vous. Alors il y a l'école de la deuxième chance chez Total. Vous avez des démarches aussi importantes à la Société Générale. J'aimerais bien savoir où vous en êtes un petit peu, Christophe, peut-être d'abord, dans les grandes entreprises. Bonjour Véronique, je suis très heureux d'être parmi vous et vraiment honoré de faire partie de cette table ronde. D'abord, en fait, je souhaiterais resituer un peu le débat et le contexte dans lequel la Société Générale évolue. Donc, parce que les banques, comme la Société Générale, sont vraiment des animaux technologiques. Et donc, pour vous donner une ordre d'idée, en fait, nous processons environ 15 millions de transactions de paiement par jour. Nous avons en France les plus gros data centers, en fait, parmi les entreprises. Donc on est une entreprise technologique. Donc quand la révolution digitale arrive, évidemment ça bouleverse complètement l'entreprise. Et ça bouleverse l'entreprise évidemment dans sa composante informatique, technologique pure et dure, mais aussi tout l'ensemble des collaborateurs parce que les processus changent. Et enfin, je dirais aussi notre relation avec la clientèle, puisque les attentes des clients eux-mêmes changent, les besoins, la façon d'interagir avec nos clients changent.
Donc cette transformation digitale, elle est profonde pour la banque et pour la Société Générale. Alors, maintenant, pour pouvoir faire face à cette transformation, on a évidemment la formation de nos collaborateurs, c'est crucial. Alors maintenant, on a complètement un peu changé notre approche sur la formation. Je suis, moi, convaincu que chaque collaborateur doit être l'acteur de sa propre formation. Donc ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire que ce que l'on propose, c'est plus des cours magistraux. Ce qui est proposé, c'est des modules de formation. Et chacun choisit les modules dont il a besoin. Et c'est quelque chose que l'on déploie de façon assez large. Alors si je prends, parce que c'est un domaine que je connais bien, puisque je supervise les départements informatiques, sur l'informatique, on a environ, en termes d'enjeux, pour vous donner, on a 23 000 informaticiens à la Société Générale. Environ, on estime que 25% doivent changer radicalement de skill, enfin donc vous voyez de leur skill propre. Et il y en a certainement une autre 25% qui doivent changer un petit peu leur skill pour pouvoir faire face aux technologies de demain. Ces gens-là font parcours, on leur donne des modules de formation et naturellement, ils ont l'habitude de le faire, ils s'auto-forment. Ils le font même à l'intérieur de l'entreprise avec ces modules, mais aussi à l'extérieur de l'entreprise à travers des plateformes, par exemple comme GitHub, qui permet par exemple aux développeurs de progresser dans la connaissance des applications qui sont développées sur cette plateforme et qui sont en open source. Donc voilà, donc moi je dirais, on s'est engagé largement effectivement dans ces programmes de formation avec une responsabilité qui est individuelle et chaque collaborateur doit être maître de cette formation. Après, je souhaiterais partager peut-être avec vous deux choses qui me paraissent importantes. Évidemment, la première, et ça va sans le dire, et c'est peut-être enfoncer une porte ouverte, mais je l'enfonce, c'est un gage d'attractivité fort. La formation est un gage d'attractivité fort pour recruter des gens. Si on ne propose pas aux jeunes des programmes de formation ou s'ils ont le sentiment qu'on n'apprendra pas dans l'entreprise, ils ne viendront plus. Donc aujourd'hui, c'est vraiment très important de pouvoir proposer ces parcours pour pouvoir recruter. La deuxième chose, c'est que, et ce qui est un peu qui fait écho à ce qui a été dit auparavant, c'est que je trouve très intéressant de voir que l'entreprise auto-apprend. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'une partie des contenus des modules sont faits par les collaborateurs eux-mêmes. C'est-à-dire beaucoup de gens sont volontaires pour pouvoir transmettre leurs connaissances et justement faire en sorte que les modules qui sont proposés de formation soient les plus adaptés possibles. Et donc ça, c'est très, très, très bien. Enfin, dernier point peut-être, la Société Générale et moi-même, nous n'oublions pas aussi la responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que nous avons bien conscience aussi qu'il ne faut pas laisser sur la route, je dirais, une partie effectivement de nos clients, une partie effectivement de la société. Et c'est pour ça qu'avec nous avons des discussions avec le secrétariat d'État numérique pour pouvoir travailler sur l'inclusion numérique et s'assurer effectivement que les gens sont habitués, enfin les gens même les plus réticents, je dirais, à l'outil informatique, aux outils digitaux, puissent pouvoir avoir des fonctions de base, effectivement, assurer les fonctions de base sur ces outils-là demain. Voilà. Merci Christophe. Joël a un commentaire rapide et puis Christine. Un commentaire très court sur ce que vient de dire Christophe, quand vous avez parlé au début de l'information, l'informatique, la nécessité d'évoluer, de s'adapter en interne, comment ils font. C'est fondamental. Aujourd'hui, on a encore des directeurs de l'informatique. On appelle ça des DSI, des directeurs des systèmes de l'information. Mais ça, c'est dépassé maintenant par l'intégration numérique. Aux États-Unis, ils ont remplacé la fonction par les CDO, les Chief Digital Officers. Et donc les gens doivent comprendre que du DSI, il faut se transformer en DIN, en directeur de l'intégration numérique. Le directeur de l'intégration numérique, ce n'est pas du tout pareil que quelqu'un qui est le gardien d'un système informatique, d'éviter les bugs, d'éviter les hackers, protéger en quelque sorte, qui était la tradition. Maintenant, c'est au contraire complètement dynamique, proactif. Et donc ce changement-là, vous l'avez bien dit tout à fait en commençant, il est fondamental dans l'entreprise et vous êtes en train de le faire chez vous. Je pense avec Aurélie sur ce thème. Alors Christine, il se passe des choses chez vous, chez Total. Vous êtes en train de développer une école de la seconde chance, puis vous avez un programme assez dense d'adaptation. Oui, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Oui, l'école de la seconde chance, en fait, chez Total, pour l'instant, le nom de code, c'est le Campus Total, vise à permettre à des jeunes en situation scolaire difficile
de développer leurs compétences dans le monde industriel et numérique. Et en ce sens, donc on est en train de monter une école là-dessus. Deuxième point, on est aussi partenaire des écoles de production qui visent à donner des métiers concrets, là aussi, autour de l'industrie du numérique. Il y en a 25 actuellement en France. Je crois que le plan de développement est jusqu'à 100. Et Total contribue à hauteur de 60 millions d'euros sur les 10 prochaines années pour permettre justement de développer de nouvelles compétences. Alors moi, pour ma part, je suis en charge de tout ce qui est développement managérial. C'est un vaste sujet dans une entité qui s'appelle Total Learning Solutions. Donc on existe depuis 1 an et demi et on est au service de nos collègues. C'est-à-dire que notre proposition de valeur, c'est d'aider nos collègues à développer leurs compétences pour en effet trouver sa place, comme vous disiez, Joël. Et en ce sens, on est une équipe d'une centaine de personnes au service de nos 90 000 collègues. Et on a pour mission de proposer des formations en adéquation avec les nouveaux challenges et les nouveaux métiers. Et on a à faire face en fait à 2 challenges. D'abord, c'est trouver les bonnes formations, les créer, les concevoir en réponse aux attentes de tous. Et deuxième challenge, c'est parce qu'on a beaucoup d'experts chez nous, c'est de changer les modes de formation et les modes d'apprentissage pour les rendre plus vivants, plus interactifs, plus efficaces, et que ça donne envie à nos collègues, en effet, de se former tout au long de leur vie. Alors on a plusieurs façons, on digitalise beaucoup de formations, on utilise beaucoup la gamification, et on a aussi mis en place... En fait, on a fermé 2 raffineries en France ces dernières années, la raffinerie de Dunkerque dans le nord et la Med pour partie à côté de Marseille. Et en fait, on transforme ces raffineries en centres de formation live. C'est-à-dire que, évidemment, viennent sur ces centres des gens qui vont apprendre à piloter des raffineries, mais pas que, parce qu'on va introduire dedans des modules de réalité augmentée, de digital, pour leur apprendre justement les métiers de demain. Merci Christine. Aurélie, je vous ai vu un petit peu l'œil qui frisait tout à l'heure quand on parlait des DIN. Puis vous avez un regard qui est assez original aussi, puisque vous êtes franco-américaine. Vous vivez une partie du temps aux États-Unis. Et les approches, forcément, sont un petit peu différentes pour faire évoluer nos systèmes d'éducation et de formation. Oui, absolument. Alors, je vous prie de m'excuser, j'ai la voix cassée, mais heureusement que j'ai un micro. Donc, oui, en effet, j'étais très sensible justement à ce que disait Joël, le teaching and learning, qui est en fait une méthode de reverse teaching, c'est-à-dire qu'en apprenant aux autres, on apprend soi-même, parce qu'apprendre, c'est aussi prendre pour soi. Donc, c'est quelque chose de très important. Et on peut dire qu'on a appris quelque chose, qu'on l'a compris lorsqu'on est capable de le redonner. Donc, c'est quelque chose de très important. Après, c'est vrai que peut-être la différence entre les méthodes d'éducation américaines et françaises, même si je le dis souvent, en fait, moi, j'ai pu faire ce que j'ai fait parce que j'étais formée en France, quand même. On a les meilleures formations en sciences et en mathématiques, il faut quand même le dire. Il est vrai aussi qu'aux États-Unis, on a cette notion d'adaptabilité, de flexibilité d'éducation de l'enfant, qui est de se tourner davantage peut-être vers l'enfant, s'adapter et de lui faire prendre conscience de l'opportunité, de la potentialité en fait, de ce qu'il a à apprendre. Donc, on parle des méthodes Montessori, par exemple. Moi, je suis très sensible à ces méthodes. On a plein de méthodes alternatives aussi qui vont davantage se concentrer autour de l'enfant, qui vont le rendre actif et pas seulement passif, en fait, de sa propre éducation. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Après, il ne faut pas non plus idéaliser l'éducation américaine. Je suis en train de lire en ce moment un livre de Meredith Brossard, qui est journaliste à New York, et qui parle justement aussi de la fracture d'éducation aux États-Unis, puisqu'il y a quand même énormément d'écoles qui n'ont pas de livres, qui n'ont pas les mêmes moyens que les autres. Enfin voilà, donc il faut aussi relativiser. Donc oui. Et concernant le DSI, ce que disait Joël, je trouve que c'est très important de le dire. C'est-à-dire que toutes ces transformations qu'on est en train de vivre, moi j'ai vu beaucoup de gouvernements, d'États, d'entreprises donner en fait au DSI la charge, en fait, la responsabilité de la transformation numérique. Et ça a été une erreur en fait, puisque le DSI, il a son métier à lui, c'est l'information, la sécurité, les choses comme ça, la data, la sécurité de la data. Mais en fait, la transformation numérique, c'est toute une partie à côté. Qui peut-être se rapproche aussi un peu plus de ce que je fais aussi, savoir la partie algorithmique, l'analytique, qui elle doit être faite par des gens qui viennent de ces métiers. Donc c'est 2 métiers différents. Et pour ça, l'éducation en entreprise, je rejoins ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il faut former les gens en entreprise pour, d'une part, tuner un peu leurs compétences, mais aussi leur faire prendre conscience des raisons de cette transformation, de quel rôle ils peuvent jouer, et de comprendre aussi à qui on doit donner telle ou telle responsabilité dans l'entreprise, ou telle tâche en tout cas.
Oui, Joël, ajoutez donc un petit commentaire. Vous êtes chez vous. Voilà, ce qui est important dans ce qu'on vient d'entendre de la fois de l'entreprise et à la fois d'Aurélie, qui a une expérience universitaire internationale, c'est que finalement, ce qu'on réalise de plus en plus dans le domaine de l'éducation ou la formation continue de l'entreprise, c'est pas seulement d'acquérir de nouvelles connaissances, c'est déjà important, mais c'est aussi de savoir gérer ce que l'on sait déjà. On oublie ça. On dit on va acquérir des nouvelles connaissances, on va emmagasiner des nouvelles connaissances. Mais savoir gérer ce que l'on sait déjà, savoir le retrouver, savoir l'utiliser au bon moment, c'est aussi une autre forme de méthodologie qu'on n'apprend pas suffisamment. C'est l'acquisition des connaissances et pas la gestion de ce que l'on sait déjà. Et ça, on pourra en parler parce qu'il y a des méthodes nouvelles pour le faire. Oui, tu as raison. Et moi, il y a quelque chose que je t'avais dit, Véronique, on en avait parlé au téléphone, c'est que pour moi, s'il y a une compétence à apprendre au XXIe siècle, c'est d'apprendre à apprendre. Parce que je pense qu'on a oublié d'apprendre aussi. Et dans cette phase d'apprentissage, il y a une phase très importante qu'on sous-estime, qui est la phase de je me rends compte de ce que je me rends compte de ce que je ne sais pas. Donc ça revient à ce que tu dis, et c'est extrêmement important. Pour moi, c'est la compétence du XXIe siècle, et c'est énormément d'opportunités. Et, voilà. Vous intervenez quand vous voulez, vous me faites un petit signe et je vous passe le micro. Alors, Julie, vous avez créé l'école W, qui forme au contenu de la création numérique, et apprendre à apprendre, apprendre à désapprendre aussi, c'est quelque chose qui vous touche, je crois. Hein. Expliquez-nous un petit peu. Oui. Bonjour. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, moi je suis dans l'initiale, hein. Je dirige donc une école de journalisme et une école de création de contenu. Et ce qui m'a frappée, moi-même j'ai fait des études très classiques, une grande école de commerce, une prépa, voilà, donc tout ce qui allait très bien. D'ailleurs j'ai adoré mes études, mais j'ai encore plus adoré être journaliste. Parce que c'est le métier où on est tous les jours élève et enseignant. On apprend tous les jours et on transmet quelque chose à des gens qui sont censés nous lire, enfin on l'espère en tout cas. Et la révélation que j'ai eue, c'est que je me suis retrouvée à la tête du CFJ, Centre de formation des journalistes, sans avoir fait d'école de journalisme. J'ai vu des étudiants qui venaient de l'université se transformer totalement en 2 ans, parce que tout à coup, ils apprenaient à chercher eux-mêmes sur tous les sujets, parce qu'ils prenaient confiance, parce qu'ils changeaient de format, ils devenaient adaptables, ils apprenaient à collaborer, à travailler ensemble avec d'autres métiers. Donc j'ai vu des jeunes, avec des cerveaux bien faits, se transformer vraiment à leur tour en enseignants potentiels, en tout cas en journalistes. Donc vraiment, ma révélation, c'est qu'un journaliste a tous les défauts, c'est sûr, je pense que vous en êtes convaincus, mais il a une chance exceptionnelle, c'est celle-là, et je me suis dit que je devais, en titre d'une directrice d'école, transmettre et proposer à d'autres étudiants cette chance d'apprendre en étant journaliste. Après, ils pourront faire tous les métiers qu'ils veulent, mais W, c'est ça, c'est la promesse de dire aux jeunes, soyez reporters, soyez journalistes tous les jours, pas pour jouer aux journalistes, mais pour aller chercher par vous-même sur tous les sujets. Alors c'est vrai sur le design, sur la mondialisation, sur l'histoire. Aucun sujet n'est interdit. Et même on met la barre très très haut. On a des étudiants d'Harvard qui viennent. On s'amuse beaucoup à croiser nos élèves post-bac, qui sont souvent moins bons en français que les élèves d'Harvard, qui sont en études littéraires. Mais parce qu'on se dit, au moins nos élèves, eux, vont apprendre à les challenger et pas se laisser dépasser. Donc l'idée, c'est de se dire, en créant une école de création de contenu, sous tous les formats, on leur apprend à faire de la veille, à regarder ce qui se passe autour et ce qui est mieux que ce qu'ils savent faire eux-mêmes, et à pas être tétanisés par ça. Que des gens soient meilleurs, c'est pas grave. On leur apprend à travailler avec d'autres étudiants, graphistes, codeurs, et à pas être tétanisés non plus, à se dire qu'ils vont pouvoir peut-être grappiller 2-3 choses et surtout après apprendre avec eux davantage. Et puis à raconter des histoires. Et raconter des histoires, c'est pas raconter des mensonges. Raconter des histoires, c'est mettre en forme un fait, un récit, une émotion, une vérité, un savoir, le mettre en forme pour quelqu'un. Donc c'est être à la fois capable d'empathie auprès de son audience et aussi d'exigence par rapport à celui qui vous enseigne. Voilà. Donc tout ça, mis ensemble, fait que nos étudiants aujourd'hui font des stages et se destinent à des métiers extrêmement différents. Certains vont travailler sur l'intelligence artificielle en n'étant pas ingénieurs parce que ces projets les passionnent, d'autres dans la musique, d'autres dans le graphisme, bon, bref. Donc c'est vraiment cette idée-là, et je dois dire que j'ai regretté de ne pas avoir connu, je crois que j'ai fabriqué l'école que j'aurais voulu faire moi-même, c'était très égoïste, mais celle aussi qui donne confiance à des gens qui n'ont pas eu ma chance, des jeunes qui n'ont pas eu les capacités peut-être de tenir le rythme d'une prépa, des concours, etc. Et je pense que ces jeunes-là ont beaucoup de talent, donc il faut savoir les accompagner.
Quelqu'un veut réagir, je crois. Aurélie? Ah, pardon. Sinon, j'avais une autre... Pardon? Joël, la parole est à toi. Alors, je voudrais dire un petit mot sur un manque, me semble-t-il, pas dans ce qu'on a dit, mais en général dans l'éducation. C'est les systèmes d'auto-évaluation et de co-évaluation. C'est-à-dire, on apprend, on reçoit. Comment on sait, à part l'examen évidemment, mais ça c'est très classique, comment on sait qu'on a compris, qu'on a retenu, qu'on a mémorisé, qu'on peut réutiliser? Donc on n'insiste pas suffisamment sur les systèmes d'auto-évaluation et sur les systèmes de co-évaluation. Une des premières personnes qui l'a faite, c'est Daphné Koller, qui a créé Coursera. Coursera, c'est les MOOC, vous en avez entendu parler, c'est les Massive Online Open Course. On reçoit des informations, des centaines de milliers, voire des millions de personnes reçoivent ces informations sur Internet, mais on s'est aperçu qu'il n'y a pas d'interaction entre les gens. Les réseaux sociaux ne sont pas suffisamment utilisés pour que les gens partagent ce qu'ils ont appris ou se co-évaluent. Donc Daphné Koller a mis au point un système qu'elle fait payer d'ailleurs. C'est pour ça que Coursera est bénéfique et profitable. Les cours sont envoyés, mais elle a mis au point, grâce à Facebook, WhatsApp, Skype, des moyens qui permettent aux gens d'interagir entre eux et de se co-évaluer. Donc voilà, je voulais simplement insister là-dessus. On parle d'enseignement, on parle de l'entreprise qui forme, on parle de l'enseignement traditionnel, mais on oublie trop souvent les moyens d'auto-évaluation et de co-évaluation. À part l'examen, on n'a que l'examen dans la tête. Il n'y a pas que ça. Si je peux me permettre, pardon, excusez-moi. C'est absolument fondamental ce que vous dites. Et nous, ça fait 2 ans qu'on réfléchit à un système qu'on a développé avec une agence de data d'ailleurs, on espère mettre en œuvre à la rentrée, qui permet aux élèves, en fait, sur un même exercice, de donner leurs propres notes. Nous, on évalue les savoirs, les savoir-être et les savoir-faire. Il n'y a aucune évaluation par examen, en fait. C'est à chaque fois, sur chaque projet, on évalue ces 3 axes. Et on leur demande, sur chacune de leurs sessions, qu'elles soient photo, écriture, reportage, UX design, de s'évaluer eux-mêmes, sans savoir ce que l'expert, le professeur chez nous est un professionnel, en fait, il n'y a pas de professeur, sans savoir ce que l'expert pourra penser de ce qu'il a fait. Et ensuite, simplement, on ne lui donne pas les notes, on lui donne l'écart qu'il y a. Et en se disant, on te donne 3 ans, c'est notre objectif, pour que cet écart s'amenuise. Pas pour que tu sois, alors effectivement, il faut que tu sois meilleur peut-être, mais surtout pour que tu apprennes à être plus optimiste quand tu penses que tu fais des choses, ou au contraire plus prudent quand tu penses que tu réussis toujours. Donc cet écart-là, souvent, il est très symbolique. Et il m'intéresse plus que la note en elle-même. Au MIT, quand on enseignait, on était noté par nos élèves. Moi, j'étais noté. Sûr, Au début, ça m'a foutu la trouille comme prof français. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Et finalement, ça m'a bien aidé d'être noté par mes élèves. Je voyais là où j'avais des manques, là où j'avais des questions à renforcer. Donc, être noté par ses élèves, c'est très bon. Aurélie a une expérience là-dessus. Parce que j'ai enseigné au MIT aussi, donc j'étais notée par mes élèves. D'ailleurs, j'étais très bien notée, je tiens à le dire. Mais je me souviens, on avait des notes sur 5 et les commentaires. Et les élèves prenaient ça sérieusement, enfin vraiment. Hein. Et mon professeur aussi, donc c'était important. Concernant l'évaluation, parce que on est dans des codes. Lorsqu'on note quelqu'un, on est dans des codes et on est complètement biaisé. Et je vous dis ça parce que moi, quand j'ai noté mes premières copies au MIT, je suis partie avec mon stylo rouge et j'ai commencé à noter. Et beaucoup avaient en dessous de la moyenne. Enfin, j'étais dure, mais des durs à la française. Et j'avais mon stylo rouge. Mon professeur est venu me voir et il m'a dit, Aurélie, tu ne peux pas utiliser de stylo rouge. Pourquoi tu utilises un stylo rouge? Je lui dis, je l'utilise parce que c'est comme ça que j'ai été formée à l'école en France. On vous note avec un stylo rouge. Il me fait, mais c'est hyper agressif, c'est pas constructif. Il m'a dit, tu vas prendre un stylo bleu. Parce que les élèves aux États-Unis écrivent au crayon à papier. Il dit, tu vas prendre un stylo bleu et tu vas revoir ta notation. Parce qu'il faut aussi encourager les élèves. Alors, on peut argumenter des deux côtés, mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant aussi de remettre en question, quand on enseigne et quand on évalue quelqu'un, ces méthodes d'évaluation. Voilà. Christine, vous vouliez dire quelque chose tout à l'heure? Complètement d'accord sur l'auto-évaluation et sur. C'est vraiment un enjeu en termes de formation, c'est de savoir si ce qu'on a passé est utile pour le former. Et aussi, chez nous, on développe de plus en plus, en effet, des auto-évaluations et aussi des évaluations par des pairs. Et on met en place aussi tout ce qui est session de co-développement. On essaye de pousser ça pour qu'il y ait cette forme d'intelligence collective qui se mette au service du développement des compétences. Je voulais ajouter une chose, c'est que c'est pas si simple pour les jeunes, en fait. Quand on leur dit, nous, il n'y aura pas de notes, ils sont assez paniqués.
Alors, parce qu'ils sortent du système français peut-être, mais aussi parce qu'ils se disent il faut que je sache où j'en suis par rapport aux autres. Ils ont du mal à se situer par rapport à eux-mêmes, ce qui est absolument normal. Donc c'est pas si simple, c'est pas un mantra. On ne peut pas juste dire voilà, on va tout arrêter et changer complètement le système. Il faut le faire très progressivement et les accompagner, ou alors il faut tout changer en amont. Mais pour nous, c'est un gros travail avec eux de leur apprendre à garder confiance. Même si, d'ailleurs, nous, en gardant des lettres ABC, en disant qu'un B ou un C, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, ça veut dire qu'à une échelle professionnelle, ils ont une marge de progression. Mais c'est très difficile, et surtout d'éviter la comparaison entre eux. Christophe. Oui, peut-être que pour changer un peu le sujet, en fait, parce qu'il y a un moment, il y a eu des questions sur le rôle de l'école. Et vu de l'entreprise, je pense que c'est important que peut-être que j'exprime un besoin, en fait. C'est clair que quand on est dans une entreprise, en fait, on voit quand même que les métiers sont très marqués en termes de diversité, hommes-femmes. Et donc, par exemple, dans le monde informatique, il y a beaucoup plus d'hommes que de jeunes filles, de jeunes hommes qui se présentent que de jeunes filles. Et ça, c'est un sujet pour nous, parce que on a bien en tête que la diversité, il faut l'avoir pour pouvoir être riche en termes d'idées et aussi de comportement. Et là-dessus, je pense qu'une des attentes, je dirais, des entreprises de l'école, c'est essayer de travailler sur ce sujet-là pour que je dirais que les métiers soient moins marqués en genre. Et ensuite, si on se projette, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous aussi, si on se dit que demain, l'intelligence artificielle, et je le pense, évidemment, remplacera une grande partie des tâches, je dirais, ne serait-ce qu'administratives, mais pas que, il est clair qu'on aura besoin de réinvestir des pans entiers en termes de, je dirais, de capacité relationnelle, parce que c'est ça qui va faire la différence demain entre les gens, puisque sinon pour le reste, la machine prendra le pas. Et je pense que là-dessus, il faut trouver une façon d'allier plus dans l'école, je dirais, les capacités techniques et les capacités émotionnelles et relationnelles. Et là-dessus, il va falloir travailler ensemble, parce qu'il y a aussi l'intelligence collective. Et bon, voilà, donc je voulais partager avec vous que pour nous, un des besoins, ce sera certainement de travailler sur cette diversité, tant en genre qu'en termes de compétences émotionnelles pour les candidats du futur. J'allais vous demander justement ce que vous attendiez de l'école du futur, donc c'est très bien, vous devancez ma question. Et on note aussi qu'il y a quand même une certaine inquiétude, même si les Français semblent très positifs vis-à-vis de l'apprentissage permanent, il y a quand même une certaine inquiétude des salariés, ceux qui ont des emplois qui vont disparaître ou qui se sentent menacés. Il y a la formation des cadres qui a toujours le vent en poupe et des non-cadres qui est souvent un peu plus restreinte. Qu'est-ce que vous offrez pour ça? C'est peut-être une occasion aussi de remettre un petit peu de justice, on va dire, dans le fait de dispenser des formations à tout le monde, pas seulement à ceux qui sont capables de s'adapter très vite, mais aussi à ceux qui sont un peu en panique ou qui ont besoin d'être aidés pour trouver leur place, justement, leur nouvelle place. Justement, quand on parle des métiers qui bien évidemment, des dizaines de millions de métiers vont mourir, mais d'autres vont apparaître et d'autres vont évoluer, se transformer. Et par exemple, vous parliez des cadres, la formation des cadres, il y a aussi la formation de tout le monde. Donc moi, je suis très, très sensible à ce que tu dis, Véronique. Et surtout, il y a des métiers dont on ne parle pas, et c'est les métiers de l'artisanat. Ce sont des métiers qui vont, à mes yeux, exploser. Au bon sens du terme, j'entends. C'est-à-dire que les métiers de l'artisanat et les métiers du divertissement, de l'entertainment, sont pour moi deux corps de métiers qui vont vraiment grandir, parce que je pense qu'on va difficilement remplacer un boucher, un charcutier, un plombier. Et puis l'entertainment, pourquoi? Parce qu'on va avoir plus de temps aussi pour nous. Et ce temps, on va l'utiliser pour lire, écrire, aller au théâtre, au cinéma, faire du sport, des loisirs. Et donc c'est important. Et je dis ça parce que si je compare à mon arrière-grand-mère passait ses journées au lavoir. Et elle me le racontait. Et ma grand-mère a commencé à lire à l'âge de 50 ans, parce qu'avant, elle n'avait pas le temps. Et elle me dit, pour elle, le luxe d'aujourd'hui, c'est le temps. Dans deux sens. C'est-à-dire qu'elle dit qu'elle pense qu'on a à la fois beaucoup de temps pour faire plein de choses à côté, des hobbies, des loisirs, et on a aussi parfois peu de temps avec ces technologies qui nous rattrapent. Et donc elle regarde ça avec un œil très critique. Mais en tout cas, pour moi, il y a deux corps de métier, c'est le divertissement et l'artisanat dont on ne parle pas. Qui sont des beaux métiers et qui vont grandir. Et je sais qu'au ministère de l'Éducation nationale, il y a énormément de travail qui est fait autour de ces métiers, de ces formations professionnelles, qui sont peut-être, comme vous l'avez dit, malheureusement pas forcément bien perçues, parce qu'on a dans cette image cette voie royale, mais de prépa, de grandes écoles, peu importe. Mais en tout cas,
Les métiers de l'artisanat, pour moi, les métiers de l'artisanat sont des beaux métiers à envisager pour le futur. On parle pas assez. Ces gens, il faut aussi les former technologiquement parce qu'il faut utiliser la technologie pour leur propre métier. Après, je pense que l'artisanat, tel que je pense que tu l'entends, c'est celui de l'homme et de la main de l'homme qui minutieusement va faire des choses. On le retrouve dans beaucoup de métiers, pas forcément manuels d'ailleurs, hein, j'insiste. Et notamment dans les industries culturelles et créatives. Quelqu'un qui travaille dans le théâtre fait de l'artisanat, dans le cinéma c'est de l'artisanat. Donc effectivement, ce qui est frappant pour nous, c'est vraiment ce qu'on s'est dit quand on s'est dit si on doit lancer une école, on ne va pas former des chômeurs, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va faire contre ces robots? Pas contre, mais avec. Et qu'est-ce que l'homme, évidemment, va apporter à cette intelligence numérique? Et effectivement, je crois qu'on va enfoncer des portes ouvertes, mais c'est la créativité, la capacité à collaborer ensemble, à apprendre de l'empathie des autres, même si les machines vont faire d'énormes progrès là-dessus. Et puis l'interculturel, qui est énorme aussi, et qui raconte aussi nos histoires, l'histoire de nos pays. Donc comment faire en sorte que nos écoles soient diversifiées, hommes, garçons, filles, diversifiées en termes de profils sociaux, et puis culturellement aussi accueillent des étrangers, fassent travailler ensemble des cultures différentes. Donc ça, c'est un véritable enjeu qui est passionnant en ce moment. Je pense que beaucoup d'écoles y réfléchissent et font des choses très concrètes. Alors, peut-être une dernière chose, c'est que le simple fait que les écoles, comme vous parliez de Taylor tout à l'heure, aujourd'hui, une école, en tout cas les nôtres, ne travaille plus toute seule. On ne se dit pas, une école vient chez nous, restera chez nous, nous appartient, l'étudiant sera diplômé de notre école et puis continuera sa vie. Non, on se dit, le temps qu'il passera avec nous, il faut qu'on lui ouvre toutes les autres écoles. Donc nous, nos étudiants, quand ils sont à W, ils sont aussi à 42, à HEC, à Shanghai avec l'école de design de Nantes. Ils sont partout. On ne défend pas une marque. Une école, ce n'est pas une marque, c'est une expérience de vie. On se dit, avec nous, vous aurez l'ouverture vers tous ces mondes-là, et c'est pas grave si les gens sont meilleurs que nous, c'est tant mieux, en fait. On ne va pas se transformer en école de design demain. En revanche, on va vous ouvrir toutes ces portes. Donc c'est ça aussi, je pense, qui est ce mélange intéressant. Oui, ça c'est très intéressant, je trouve. Joël, vous vouliez dire quelque Christophe chose? parlait tout à l'heure d'émotion et d'importance par rapport à l'intelligence artificielle et aux nouveaux systèmes d'enseignement qui font un peu peur dans l'entreprise, en perdant le lien humain, le lien social. Moi, je pense que l'intelligence artificielle dont on nous parle tellement, elle va pas mal aider avec le big data pour favoriser les profils de poste des gens et analyser dans le big data qu'on a sur les gens des profils beaucoup plus ciblés et mieux aider à les recruter. Mais je pense aussi que l'intelligence artificielle, c'est pas l'intelligence artificielle concurrence de l'intelligence humaine, c'est ce que j'appelle l'intelligence auxiliaire. IA, pour moi, c'est l'intelligence auxiliaire, c'est-à-dire la possibilité d'aider à augmenter les compétences des gens. Augmenter les compétences en étant soi-même encore plus, avec des moyens qu'on n'avait pas, mais qui favorisent la possibilité d'avoir du temps pour développer le lien humain, justement, et le lien social dans l'entreprise. Donc, n'ayons pas peur de l'intelligence artificielle, pensons à l'intelligence auxiliaire et ça corollaire, l'augmentation des compétences. Et dans l'enseignement, l'augmentation des compétences pour mieux enseigner et avoir plus de temps dans le lien social, l'émotion, la sensibilité et le lien humain. Quelqu'un veut réagir à ça? Christine? Simplement, oui, tu vois, tout à fait d'accord. Et moi, en plus, mon boulot, c'est le savoir-être de mes collègues. Donc aujourd'hui, on se vit, nous, comme un peu le laboratoire de la transformation managériale des collègues de Total. C'est vraiment enseigner ce que vous disiez, c'est l'intelligence collective, la créativité, le leadership. Et on travaille beaucoup sur les axes de la transformation digitale, des méthodes d'innovation et des méthodes managériales. Et pour nous, ça fait un tout. C'est-à-dire qu'on dit souvent formation, management, mais c'est un mot un peu bateau. Et dedans, ça revêt des aspects très concrets comme comment j'aide mes collaborateurs à vivre la transformation numérique, comment j'aide mes collaborateurs à innover, à se sentir bien dans leur métier et à apprendre mieux. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est qu'au niveau IA, on est sur un projet de transformation de notre plateforme de formation dans lequel on va avoir de l'IA pour, en effet, comme vous disiez Christophe, de proposer les meilleurs modules en fonction des compétences et des attentes des collègues. Et ça, c'est un formidable atout et ça poussera les meilleurs modules en fonction de ça. Oui, peut-être. Juste pour l'intelligence artificielle, d'abord, en fait, il faut savoir qu'on n'est pas nécessairement dans une situation où tout le monde est remplacé par de l'intelligence artificielle aujourd'hui. L'intelligence artificielle à la Société Générale, on en fait de façon machine learning prédictive sur les données. On en fait à travers
techniques de reconnaissance biométrique et faciale. On en fait aussi à travers des chatbots qui permettent de converser. Mais c'est vrai que si on se projette, l'intelligence artificielle, en germe, aura, et j'en suis convaincu, aura demain la capacité d'interagir de façon très précise. On le voit avec IBM là, récemment. Donc, et d'avoir une relation avec nos clients qui sera certainement techniquement bien plus importante. Mais quand on regarde en fait les besoins des clients, dans certains moments clés de la vie, ils ont besoin d'un contact humain. Et c'est ce que je veux dire par là, c'est que je veux dire en fait, il faut qu'on apprenne à nous charger de clientèle, évidemment à avoir cette richesse relationnelle pour intervenir au bon moment. Et c'est ce qui fera ce que tu disais en fait, la complémentarité entre l'intelligence artificielle et la relation humaine. C'est vrai que plus la machine va progresser et plus l'humain doit progresser. On entend souvent dire ça, mais c'est la palissade. Hein. Est-ce que c'est facile dans l'entreprise d'inciter les gens à partager, à coopérer? Parce qu'on est quand même dans un monde de compétition, pas seulement dans la société, mais dans l'entreprise souvent, même si vous avez un même but à atteindre. C'est pas toujours facile de développer l'intelligence collective, la coopération. Est-ce que vous avez des moyens de former un peu plus pour qu'on sorte un petit peu de cette compétition permanente? C'est l'occasion aussi avec les nouveaux modules de formation. Oui, enfin, donc on valorise, c'est clair, l'esprit d'équipe. D'ailleurs, c'est une grande valeur que la Société Générale met en avant. Enfin, je ne sais pas si vous voyez les matchs de rugby où on a la communication forte sur l'esprit d'équipe. Donc ça, c'est quelque chose qui est une des valeurs clés de l'entreprise, hein, et de la Société Générale. Maintenant, la façon dont en pratique on essaye, il ne faut pas non plus nier le fait qu'il y a effectivement des silos, que les gens raisonnent parfois par compétition les uns par rapport aux autres. La façon dont on essaye d'encourager les choses, c'est à travers justement une coévaluation avec les pairs, pour essayer de faire comprendre aux gens qu'ils doivent changer d'attitude, et aussi une valorisation, je dirais, des aspects comportementaux dans, je dirais, le jour le jour. Donc on évalue aussi, je dirais, ces aspects comportementaux, et dans l'appréciation de la performance, c'est un point important. Et on le fait savoir. Hein. On essaye aussi d'avoir des objectifs communs, parce qu'on s'aperçoit que, en clair, une rémunération variable individuelle, ça peut marcher dans certaines conditions lorsqu'un objectif est très précis à atteindre. Ça ne marche pas en règle générale pour des buts plus collectifs. Et il faut trouver effectivement le bon levier. Donc on fait des objectifs communs. Et ça, c'est à travers ces leviers qu'on travaille sur je dirais, sur ces aspects comportementaux. Je voudrais revenir sur le thème d'intelligence collective et en fait donner un autre vocabulaire. Je préfère parler dans l'entreprise d'intelligence collaborative que d'intelligence collective, parce que l'intelligence collective, ça s'ajoute à un sentiment de valeur. Est-ce qu'on est plus intelligent collectivement qu'individuellement? Alors que l'intelligence collaborative, au sens d'intelligence étymologique, intelligere, relier ensemble, l'intelligence collaborative, elle peut s'appuyer sur les technologies du numérique. Et la méthode pour favoriser l'intelligence collaborative, là je vais employer encore un autre mot de scientifique, mais que j'utilise très souvent, et on peut lui donner sa valeur entrepreneuriale, c'est catalyser. Manager, jusqu'à présent, c'était donner des directives et les contrôler, en gros. Direct and control. La catalyse, c'est tout à fait différent. La catalyse, c'est de créer les conditions qui favorisent l'émergence de l'intelligence collaborative plutôt que de donner des ordres de ce que l'on doit faire. Et pour ça, ça implique des moyens financiers, des outils nouveaux, des créations de réseaux qui favorisent la relation humaine. Donc, catalyser l'intelligence collaborative me paraît plus important que de promouvoir l'intelligence collective par le management classique. Christine et puis Julie. Hein. Oui, évidemment, entièrement d'accord. Simplement, aujourd'hui, sur l'intelligence collaborative ou collective, à la question « est-il facile de mettre en place ?», la réponse est non. Donc, c'est un gros boulot. L'avantage qu'on a dans les formations, je trouve, c'est que c'est un lieu où les gens qui viennent d'entités différentes vont se rencontrer pour la seule fois. Avant, ils ne se parlent pas. Et donc, pour nous aussi, c'est un enjeu de faire comprendre à ces gens-là qu'ils vont développer de l'intelligence collective ou collaborative à travers ces formations. C'est un autre apport de la formation. Et puis, chez nous, on est sur un pacte qui s'appelle One Total,
où notre PDG a décidé qu'il en avait marre des silos. Il favorise beaucoup la transversalité et on est en train de travailler sur un pacte d'engagement. Le mot n'est pas forcément hyper heureux, mais en tout cas un pacte d'engagement qui vise à ce que l'entreprise s'engage à aider ses collaborateurs à se développer, à trouver sa place, et demande aux collaborateurs aussi de chercher à se former et à se développer. Et le collectif est dans le collaboratif, pardon, est dans les valeurs clés de ce pacte. Oui, peut-être juste concrètement, c'est difficile de se dire dans une école où on a des étudiants qui arrivent à 18 ans, comment on va faire pour en 1 an, 2 ans, 3 ans leur apprendre cet esprit de collaboration, cet esprit critique, la capacité à prendre confiance, sachant qu'encore une fois, il ne faut pas oublier qu'ils sortent d'un lycée, et moi je pense que le lycée a plein de qualités quand même, mais ils sortent d'un lycée où ils ont travaillé seuls. Seul pour une note et pour répondre aux attentes d'un professeur qui est quand même a priori meilleur que lui, on espère. En tout cas, on l'espère, c'est peut-être pas si juste. Toujours est-il que c'est difficile dans une école, quand on a des étudiants comme ça, de se dire qu'on va leur apprendre autrement les choses. Ce qu'on a mis en place, je vous partage l'info parce que c'est une méthode comme une autre qui pourrait peut-être servir à l'entreprise, je ne sais pas, c'est qu'on les évalue à travers des missions flash, on appelle ça les missions flash, qui ont lieu après, à la fin de chaque session de cours. On se dit, au lieu de faire un examen, un partiel pour évaluer, on les fait travailler seuls ou à plusieurs sur une mission, en leur donnant un thème qui tire au sort, et chacun a un sujet différent, donc ils ne peuvent pas se comparer, en fait. Le résultat, à la fin, ce sera leur résultat. Et il n'y a pas de résultat parfait, il n'y a pas de bonne réponse. Il y a une façon de travailler, de dépasser ou pas des attentes, s'il y en avait, et surtout de voir comment ils ont été plus loin que les contraintes qu'on leur a fixées. Et la contrainte, elle est celle du temps. On leur dit, vous avez 24 heures, 48 heures, 3 jours, pour travailler soit seul, soit à 3, soit parfois à 70. 2 fois dans l'année, on fait des missions à 70. Et on le fait le premier jour, notamment quand ils ne se connaissent pas du tout. Quand vous disiez, et c'est intéressant chez Total, que les gens qui viennent se former, au moins auront le mérite de rencontrer d'autres gens qui viennent se former, et ça leur apprendra à se connaître. Et ces missions flash les obligent à donner le meilleur d'eux-mêmes et à collaborer. Parce qu'ils ne peuvent pas s'en sortir tout seuls. Ça crée un chaos monstrueux. Quand ils arrivent et qu'on leur dit, voilà, vous avez 3 jours à 70, vous ne connaissez pas, pour réussir à faire ça, et dans 3 jours, il y aura un jury professionnel qui va regarder ce que vous savez faire, c'est un chaos atroce. Et nous, on sera là, en fait, pour venir les voir régulièrement et leur dire, attendez, peut-être qu'on a une solution pour que vous vous organisiez. Et si vous faisiez comme si, mais essayez peut-être ça ne marche pas, faites autre chose. On est juste là pour essayer de les guider. Voilà. Et ça, je trouve que c'est une manière de leur apprendre, en tout cas à 18, 19 ans, 20 ans, la force de la collaboration, quand ils n'ont pas apprise dans le sport ou ailleurs. Et c'est vrai, pour ajouter ça, c'est vrai qu'on n'a jamais été autant dans une transversalité des disciplines. C'est-à-dire qu'on applique nos compétences de base à des domaines très variés. Et on est du coup amené à parler avec des gens très différents. Et ce qui, je pense, pousse les gens aujourd'hui à apprendre, en plus d'avoir une réflexion logique, qu'on a toujours eu parce qu'on a été formé à l'école pour avoir une réflexion logique, à avoir ce que j'appelle une réflexion analogique. C'est-à-dire que le futur est dans la comparaison intelligente, pour justement être dans cette transversalité. Et je vois à ça 2 points importants à développer dans l'éducation. Le premier, c'est justement l'art de parler, le storytelling. Pourquoi ? Parce qu'il faut apprendre à raconter des histoires. Et ce que vous disiez, pourquoi ? Parce que quand on parle à quelqu'un de différent de nous, qui n'a pas les mêmes compétences, qui n'a pas le même langage, il faut lui raconter une histoire pour le convaincre et l'amener en fait à travailler avec vous. Et ça, on ne peut pas le faire si on n'arrive pas à raconter l'histoire de son propre travail. Donc pour moi, c'est très important d'apprendre à apprendre l'art de l'oratoire en fait aux enfants. Et je crois que ça va être dans le prochain bac. Enfin, je crois que voilà. Et deuxième chose, c'est de travailler en équipe. Et je dis ça parce que moi, j'ai été formée à l'école comme vous tous, où en fait, dès que je devais travailler avec quelqu'un ou en équipe, ça m'ennuyait parce que je voyais ça comme une dilution des responsabilités. Et en fait, pas du tout. C'est au contraire une multiplication en fait, de ces responsabilités et de ce qu'on peut faire ensemble. Et donc, il y a beaucoup à changer aussi. On travaille très peu en équipe, en fait, dans l'éducation française. Et c'est un deuxième point que je pense qu'il faudrait développer dans notre éducation, à savoir le travail en binôme, en équipe, et un vrai travail en binôme, en équipe. Voilà. Oui, juste sur ce point-là, pour partager avec vous. Donc, à la Société Générale, on avait lancé ce qu'on appelle un Internet Startup Call. Donc, c'était des projets présentés par des équipes. Voilà, chaque collaborateur pouvait participer. Et donc, il y a eu plusieurs équipes qui se sont formées sur des projets spécifiques, en fait, qui pouvaient être en lien avec l'activité bancaire ou pas, d'ailleurs.
Et donc, on a donné, enfin, ainsi de suite, il y a eu 70 projets sélectionnés, et donc c'est parti en termes de start-up. Mais ce qu'on a pu constater, c'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire, en fait, c'était très marrant, on a vu des gens qui se sont découverts dans ce travail en équipe, et ça a permis aussi d'avoir une auto-formation de divers secteurs, en fait, hein. C'était transgénérationnel, en fait, hein, avec des gens plus seniors qui venaient effectivement dans des équipes de start-upers, si je veux dire. Et ça a vraiment un réel pouvoir pour faire démarrer des projets et des initiatives concrètes, vraiment de façon beaucoup plus rapide que dans l'organisation plus classique. Ah, oui, d'accord. Bon, j'avais une question importante aussi, puisque je citais tout à l'heure Cyrulnik, qui disait que l'éducation représente presque le seul remède face au totalitarisme et à l'obscurantisme. On a une mission aussi quand même de former les esprits à l'esprit critique, à la recherche, dans un monde quand même qui est pas mal envahi par les fake news. On en a tous un petit peu parlé précédemment. Comment vous pouvez agir à la fois dans l'entreprise et puis évidemment dans les écoles, universités ou en tant qu'entrepreneur, je ne sais pas comment on dit. Je ne me formalise pas. Donc, alors, moi, je vais parler, pas du monde de l'entreprise, mais du monde d'un scientifique. Et je pense que, Joël, tu vas être sensible à ça, je crois qu'on en avait déjà parlé. Concernant l'analyse critique, je crois qu'on a quelque chose à faire aussi pour se former, nous, scientifiques, et je parle des scientifiques, là, c'est qu'on doit redevenir aussi philosophes. C'est-à-dire que les scientifiques ont toujours été des philosophes, les philosophes ont toujours été des scientifiques, et ça s'est arrêté au milieu du XXe siècle. Et je pense que c'est une erreur. Après, on peut trouver plein de causes à cela, mais en tout cas, aujourd'hui, on a face à nous, on a des scientifiques qui ne réfléchissent pas forcément à la portée de leurs actes, qui ne vont pas forcément réfléchir profondément aux tenants et aux aboutissants de leur recherche, de leur collaboration. Et on a aussi des philosophes qui ne comprennent pas le monde dans lequel nous vivons. Et je vous dis ça parce que moi-même, j'essaie de faire un gros travail sur moi-même pour essayer de comprendre, pour essayer de m'intéresser, de lire, de voir les grandes écoles de pensée, parce que je pense qu'on a fait cette fracture et qu'on la paye aujourd'hui. Donc il faut que le scientifique redevienne un philosophe, je pense. Vraiment, ce que tu dis, c'est les bases de la vulgarisation. La bonne vulgarisation scientifique, c'est raconter des histoires, comme tu le disais tout à l'heure, pas simplement décrire des faits, mais raconter des histoires, faire le lien entre les faits. Et deuxièmement, c'est avoir une vision philosophique au sens étymologique du terme, c'est-à-dire se dégager de l'immédiateté pour envisager le contexte global. Donc ça, c'est la base. Raconter des histoires et avoir une vision philosophique. Je voudrais ajouter quelque chose sur ce qu'on a dit tout à l'heure dans le débat précédent pour l'entreprise, et j'ajouterai pour la politique aussi. C'est la notion de reconnaissance. J'explique. Beaucoup de jeunes millennials, de la génération du millennials, trouvent que les choses qui font bien dans l'entreprise ou qui font bien dans la société ne sont pas suffisamment reconnues publiquement. C'est-à-dire la reconnaissance publique d'une entreprise vis-à-vis des autres en disant c'est très bien ce que vous avez fait, voilà pourquoi. Devant les autres, publiquement, ce n'est pas suffisamment fait dans l'entreprise. C'est une qualité fondamentale des entreprises qui savent le faire, de reconnaître publiquement devant les autres que quelqu'un a réussi dans sa tâche, dans sa mission, dans son rôle, dans sa relation humaine, dans son nouveau projet, dans son innovation. Et ça manque énormément aux millennials, à la génération des plus jeunes qui rentrent dans l'entreprise, qui disent c'est un lieu froid, c'est un lieu hiérarchique, c'est un lieu de domination, c'est un lieu de concurrence. Moi, j'aimerais qu'on me reconnaisse devant les autres ce que j'ai fait de bien. Et ça, je trouve, c'est un élément fondamental à rajouter dans l'évaluation des entreprises après son enseignement. Reconnaître publiquement ce que les gens ont fait de bien. Moi, je me rappelle de ce fameux bouquin de Harvard qui m'a beaucoup frappé, que tu connais, Aurélie, qui s'appelle The One Minute Manager. The One Minute Manager, c'est fondamental. C'est One Minute Appraisal, One Minute Reprimand, One Minute Goals. 1 minute pour réprimander les gens, mais pas personnellement, mais globalement sur l'entreprise. 1 minute pour les féliciter devant les autres. 1 minute pour leur donner des buts tous les jours ou par les semaines. Donc, la reconnaissance et la valorisation publique de ce que quelqu'un a fait de bien est fondamentale, beaucoup plus que l'augmentation de salaire, bien sûr, qui compte, ou la reconnaissance d'augmentation hiérarchique. Reconnaître ce que les gens ont fait de bien devant les autres. Oui, tout à fait d'accord. On y travaille pour essayer de faire travailler nos managers sur le discours positif. D'ailleurs, c'est prouvé que c'est beaucoup plus motivant et que
D'ailleurs, je pense que si on travaille sur ces points forts et on reconnaît les points forts des gens, en fait, ils sont beaucoup plus excellents que de leur mettre devant le nez leurs axes de progrès. Et donc, je sais que les départements des ressources humaines chez nous travaillent énormément pour essayer de faire évoluer effectivement les managers dans cet état d'esprit, en fait. Moi, je dirais la reconnaissance et l'autonomie des millennials, parce que le nombre de jeunes que je vois qui se plaignent de ne pas avoir la confiance de leur manager et qui sont en stage ou en premier emploi et à qui on interdit de faire des choses, y compris de se planter. Enfin, je veux dire, il faut aussi être capable de leur donner cette clé-là. Vas-y, maintenant, roule, et puis tu prendras le temps de te tromper et on sera encore avec toi pour te soutenir. L'école sert à ça, c'est un lieu d'expérimentation, de laboratoire et d'échecs. C'est un lieu d'échecs, l'école. Ça, on en parle souvent avec eux. Mais c'est vrai que, je le vois par exemple, c'est tout bête. Les étudiants les plus jeunes de W, c'est ceux à qui moi je laisse les clés de l'école, beaucoup plus facilement qu'à ceux qui sont plus âgés. Voilà, parce que les plus âgés n'ont pas encore été transformés par la pédagogie, je pense qu'on a faite, se sont pas encore appropriés peut-être ces lieux. Mais le fait que les plus jeunes soient autonomes dans cette école, moi je leur laisse faire des fêtes à l'école, avec des consignes super strictes, mais je les laisse, je pars, ils ont les clés, et je sais que ça va bien se passer. Et ça se passe toujours hyper bien. Et donc ça, cette autonomie, cette confiance-là, qui va avec le fait de leur dire bravo, merci, super, je trouve que c'est très important. On ne nous a pas laissé beaucoup d'autonomie quand on était étudiant, plus jeune. Et je voulais rajouter aussi, c'est en effet apprendre à reconnaître et solliciter aussi du feedback quand on est manager. Il ne suffit pas d'être là pour dire je suis juge, ne pas remettre dans la peau d'un prof, encore une fois, en disant oui, c'est vachement bien ce que tu as fait, c'est pas ça, enfin, ça fait un peu lourd vis-à-vis d'un jeune. Hein. Et c'est dire que oui, je suis aussi là en tant que manager pour apprendre de mes collaborateurs et qui me renvoient du feedback pour me dire voilà ce pourquoi. Et ça rejoint aussi l'autonomie. L'intrapreneuriat, développer l'intrapreneuriat, c'est un moteur de transformation et d'autonomie des collaborateurs. Je reviens sur cette notion de confiance. C'est fondamental, ça fait partie des 5 qualités que je vois dans le nouveau management, qu'il s'agisse de l'enseignement, de la formation, du management classique, que j'ai souvent dit ou écrit. Les 5 clés, c'est le charisme, la vision, les valeurs, l'écoute et la confiance. Le charisme pour être capable d'entraîner les gens en racontant des histoires, par une motivation qui entraîne les gens, mais il n'y a pas de charisme si on n'a pas de vision. Il faut une vision à long terme qui motive les gens parce que ce n'est pas le nez sur le guidon, mais voir plus loin. L'écoute des gens et la confiance, leur laisser faire des expériences, de prendre des risques et se tromper éventuellement. Donc charisme, vision, valeur, écoute, confiance, parce que sans valeur, on ne peut pas avoir de vision qui porte les gens et qui les aide à se dépasser. Donc c'est des éléments fondamentaux au monde du numérique et la moyen de recréer, comme le disait Christophe, du lien humain, du lien social, de l'émotion et de la sensibilité. Sachant que le numérique nous rend aussi totalement transparents. C'est-à-dire qu'un manager, un enseignant qui ne serait pas en ligne avec ses valeurs, qui contredirait sa vision, ça va se voir tout de suite. Ça va se savoir tout de suite. Donc ça demande vraiment à chacun d'être aligné avec ce qu'il fait, ce qui est une exigence très forte, mais aussi une chance. Je crois qu'on arrive à peu près à la fin de ce débat. Donc je vous propose de conclure chacun en 1 minute. Honneur à Julie, est-ce que tu avais le micro? Ce que je peux peut-être dire, c'est que moi, à la place où je suis, j'apprends tous les jours encore. Voilà, j'apprends des gens qui apprennent dans l'école, j'apprends des enseignants qui transmettent. Donc je pense qu'il faut, dans cette ère nouvelle numérique, chacun à sa place, on est en capacité, je pense, de faire bouger les choses si on n'a pas peur de changer de méthode à mesure qu'on apprend. Et moi, je sais que pour des parents, quand je rencontre des parents qui inscrivent leurs étudiants chez moi et que je leur dis, voilà, bonjour, je forme vos élèves à des métiers qui n'existent pas, bonjour, ça coûte 7 800 € par an et on n'a pas de notes et on n'a pas de prof et il n'y aura pas d'examen non plus, voilà. Ils ont évidemment très peur. Ceux qui nous font confiance sont maintenant, je crois, très heureux. Mais on est capable de le faire et de le dire parce que d'abord on y croit, parce qu'on le vit chaque jour et parce que chaque jour on est capable d'entendre de leur part ou de la part des étudiants des remarques, des changements à produire. Donc moi j'apprends d'eux. Ils apprennent, j'espère, ils apprennent de nous. J'apprends aussi des écoles partenaires, des entreprises, de tout le monde. Je prends des notes quand vous parlez. Je suis ravie d'avoir appris plein de choses encore pendant 1 heure. Mais je pense que cette ouverture-là nous permet d'accompagner mieux
pour mon cas, les plus jeunes, et je pense pour le vôtre, les salariés. Ok, merci. Non, on va terminer. J'ai pas entendu le petit jingle 5 minutes avant, donc j'ai été un peu piégée, mais on va vous laisser terminer et conclure Non, mais alors, très les uns et les rapidement, mais- autres. D'accord, moi je souhaiterais passer en termes de conclusion un message d'optimisme, hein. C'est clair que dans les entreprises, on a souvent des situations compliquées, on a des objectifs court terme, on a des contraintes, et donc, mais au-delà de ça, en fait, à la Société Générale, donc on pousse effectivement sur le domaine de l'information, on sait que c'est crucial, et donc et on avance, et donc c'est pour ça que je suis optimiste. Et puis un message aussi de responsabilité. Je vois bien qu'il faut rester responsabilité. Pour moi, ça veut dire être ouvert aux nouvelles techniques, ouvert sur le monde extérieur, parce qu'on voit bien que la formation, elle ne peut pas rester qu'interne. D'humilité aussi, puisque je me rends bien compte que les collaborateurs, ils savent mieux ce dont ils ont besoin que nous, hein, managers, si je puis dire. Donc un message d'humilité et puis un message de courage, hein, parce qu'il faut aussi de temps en temps montrer la direction, savoir parler des impacts, par exemple, avec une grande prudence de l'IA. Et donc ça, c'est aussi très important. Voilà. Alors, 2 choses rapidement. Première chose, compétences du 21e siècle, apprendre à apprendre. Et deuxième chose, je pense qu'on ne l'a pas évoqué, mais pour trouver sa place sur l'échiquier technologique et social, il faut aussi trouver la place de l'autre. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une collectivité, on est dans une société, et que sa place n'a de sens que si l'autre en a une aussi. Donc il faut aussi, en plus de réfléchir à sa propre place, il faut réfléchir à la place des autres et de pouvoir essayer de définir des nouveaux liens. Voilà, c'est quelque chose que je pense qu'il faut dire. Alors le savoir-faire, on sait enseigner. Moi, ce que je trouve le plus important aujourd'hui, c'est le savoir-être. Et c'est ce qui permettra justement de trouver sa place et de s'épanouir dans la société. Et c'est un peu notre credo à nous, à la formation, c'est comment aider nos collègues à trouver leur place. Joël a son micro personnel. Moi, je pense que les entreprises de demain ont un énorme travail à faire pour aider justement les gens à trouver leur place. L'entreprise, son organisation, son statut est faite pour la compétition, la concurrence, le bénéfice, le profit, la croissance, alors que trouver sa place n'est pas prévu dans les statuts de l'entreprise. Valoriser les gens par l'éducation, c'est une chose, mais aider les gens sur un plan personnel, moral, philosophique, je dirais, en employant le terme au sens anglo-saxon du terme, what is your philosophy of life, les aider à trouver leur place. Je crois que c'est fondamental pour les entreprises de demain. Merci à tous, vous étiez brillants. Je retiens quand même cette phrase qui rejoint un petit peu ce que j'avais dit en introduction. J'aime beaucoup cette idée que trouver sa place, c'est aussi aider les autres à trouver la leur. Donc à plus tard. Merci.